Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. On va s'intéresser à ce projet de loi de finances du côté de l'Assemblée nationale au Cameroun. Les députés qui sont très en colère, ils ont d'ailleurs manifesté devant le Premier ministre pour plusieurs raisons. La première est que jusqu'ici, ils n'ont pas reçu le visuel, le physique du projet de loi des finances de 2024. Ça devient une habitude. Pourtant, il y a un timing pour leur permettre d'étudier généralement ce document qui fait parfois plus de 500 pages. Et pourtant, jusque-là, ils n'ont que 10 jours pour adopter tous les projets qui sont à l'intérieur et ils se demandent si on continuera à les obliger à valider des choses qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas pris la peine de lire. Donc du coup, ils sont nombreux à monter au créneau, entre Cabral Libi, entre Jean-Michel Nitieux, je ne vais pas oublier Koutpita Damou, ils sont très nombreux à marquer leur colère par rapport à cette réalité. Oui, Madame Guesselé, vous savez qu'en tant que sankariste, révolutionnaire panafricain et disciple de Sankara, Jerry John Rawlings. Rawlings disait que lorsque vous avez pris l'habitude, n'est-ce pas, de squatter, d'habiter à côté d'une poubelle, sa puanteur ne vous dit plus grand-chose parce que votre cerveau va justement l'intégrer et vous ne sentirez même plus la puanteur. Et il termine son propos en disant que ceci est aussi valable pour ceux qui ont vécu dans des sociétés où l'immoralité a été installée comme système de gouvernement. Je paraphrase. C'est pour dire qu'en réalité, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est l'une des raisons pour lesquelles absolument je dois une fois encore dire à tous les révolutionnaires de se préparer pour 2024, tous ceux qui veulent être députés au sein de notre parti, dans toutes les circonscriptions, doivent s'apprêter. Parce que ce qui se passe à l'Assemblée nationale est tout simplement ahurissant. C'est à la limite du scandale. On ne peut pas comprendre que dans un État sérieux, nous supposons que le Cameroun est un État sérieux, que la loi préconise et prévoit que le projet du budget, le projet de loi des finances, doit être déposé 15 jours. C'est ce que dit la loi. 15 jours avant l'ouverture de la session. C'est-à-dire même qu'avant que les députés viennent s'asseoir à l'Assemblée nationale, 2 semaines avant, 15 jours avant, ils doivent déjà être en possession du projet de loi des finances. Pourquoi? Parce que le législateur dans les pays sérieux a préconisé qu'ils savent que les députés ils ne sont pas obligés d'être tous des économistes, tous des juristes. On sait que les députés ne sont pas spécialistes de tout. Et par conséquent, chaque député devrait avoir un cabinet. Et je rassure les téléspectateurs, si nous avons des députés à l'Assemblée nationale, le FDR insistera que chacun ait un cabinet qui a un économiste, un spécialiste en sciences économiques, un juriste de haut vol et un spécialiste des sciences sociales qui vont les aider 15 jours avant à regarder tous ces projets de loi-là de fond en comble, de manière à leur proposer que quand vous irez donc à l'Assemblée, voilà où se trouvent les problèmes, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut faire, à leur permettre de comprendre les projets et à suggérer des amendements. C'est de ça qu'il est question. Mais maintenant, on ne comprend pas, depuis pratiquement une quarantaine d'années, les députés pratiquement du parti au pouvoir qui s'accommodent toujours, qui s'octroient, il faut le dire, toujours d'une majorité obèse par des pratiques non démocratiques, par la tricherie, il faut le dire, nous insistons là-dessus, s'octroient des majorités obèses. Et ces députés-là, ce sont, quand j'ai introduisé le propos de Rawlings, c'était pour dire à ces députés, cette majorité obèse, qui est habituée
au lieu de respecter la loi, le gouvernement les a amenés à intégrer le fait que c'est le non-respect de la loi. C'est-à-dire venir déposer des projets de budget 10 jours, 8 jours avant la fin de la session parlementaire, alors qu'il devrait, ce gouvernement-là, devrait leur remettre ce projet 2 semaines avant l'ouverture. Ils ont intégré ça comme quelque chose de normal. Et c'est pour cette raison que j'ai introduit avec les propos de Rawlings, pour dire que dans une société d'immoralité, les gens pensent qu'en intégrant, en acceptant la puanteur, en acceptant depuis 41 ans, qu'on vienne avec des projets de budget, la loi préconise autre chose, on fait autre chose. Les députés, je suppose, du parti au pouvoir, ont cru que la règle, c'est de déposer 10 jours avant la fin, et que l'exception, ce serait ce que prévoit la loi, c'est-à-dire 15 jours avant l'ouverture de la session. Il ne faut pas que on continue à travailler comme ça. Pourquoi? Parce que je sais, et ce n'est pas une mesure, la politique c'est la politique. Pour être député, on doit être populaire, on doit être chez nous, il faut on doit avoir un réseau. Il faut. Non, les députés normalement doivent être des hommes intègres. Et c'est pour ça que j'ai dit que tous ceux qui veulent être candidats du FDR aux prochaines municipales en 2025 et législatives doivent être des gens intègres, patriotes et courageux. Donc le député doit être un homme intègre, il doit être courageux et il doit être patriote. Et à partir de ce moment, nous disons que on leur a habitué, qu'on vient, on dépose. On sait que parmi ces députés, il y a des gens qui ne sont pas sur le plan intellectuel. Et c'est pas une injure. Assis, il y a des gens qui ont flirté parfois un peu avec le secondaire, qui ne sont pas... Et ils doivent étudier cela, ils doivent avoir des spécialistes qui leur permettent de comprendre, d'avoir une compréhension précise de ces projets de loi avant de se prononcer. Mais le gouvernement a pris cette mauvaise habitude de venir déposer à quelques jours ou à c'est habituel d'ailleurs. Je me rappelle que l'année dernière, déjà, j'avais des plaintes des députés sur mes plateaux qui ne comprenaient pas et qui ne se reconnaissaient pas dans tout ce qui était validé par la suite, parce que n'étant même pas au courant, n'ayant pas eu l'occasion de vérifier. Comment vous pouvez imaginer, Madame Décédé? Parfois, c'était la veille dans la soirée qui recevait, et vous avez un texte parce que pour ce que nous avons, des informations qui nous viennent de l'Assemblée nationale, ils ont reçu partiellement, ils ont reçu 122 pages. Et il paraît qu'il y a, ils annoncent que les documents annexes, explicatifs, n'est-ce pas, c'est pratiquement 15 000 pages. Alors, comment on peut vous dire qu'un homme normal puisse étudier un texte de 122 pages plus 15 000 pages de la loi des finances en 8 jours? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Donc, on le fait exprès. Le gouvernement s'arrange à complexifier, à compliquer la tâche des parlementaires pour ne pas leur donner la possibilité même de lire ce qui se trouve dans ces projets de loi de manière à bâcler le jeu parlementaire. On vient avec une histoire à la fin de la session et puis tout de suite les députés qui voient toute cette paperasse, ils sont même embrouillés certains et puis ils ferment, ils attendent, on dit adopté. Et curieusement, parfois, ils sont obligés, lorsque ces lois-là se manifestent dans le quotidien des Camerounais, ils sont obligés de se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Et on leur dit, mais c'est vous qui avez adopté. Parce que justement, ils n'ont eu ni le temps de lire, ni le temps de comprendre, ni le temps de faire des amendements dans ce projet de loi qui devrait être un projet de loi minutieusement étudié par les représentants du peuple. Nous disons donc que cette manière de faire du gouvernement relève du banditisme politique et en démocratie, on ne peut pas continuer à tolérer cela. C'est-à-dire que le gouvernement s'arrange à torpiller et à ne pas respecter la loi que nous sommes dotés, que eux-mêmes, les parlementaires en 2018, ont voté cette loi qui préconise justement ces 15 jours avant le début de dépôt, avant le début. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas exiger. J'ai entendu, certains en ont fait un jingle dans certains médias, les propos du ministre Atangandji, parlant du Moulinex. Hein, c'est le Moulinex et l'autre. Mais vous ne pouvez pas demander au peuple, aux citoyens, de respecter les lois. Si le gouvernement lui-même pêche au quotidien par l'irrespect de ces lois-là, si le gouvernement lui-même au quotidien viole les lois, vous ne pouvez pas demander à la population de respecter les lois alors que le gouvernement, lui,
ils ne respectent pas les dispositions pertinentes de nos lois. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous voulons être un État démocratique, nous voulons être un État de droit. Il faut que le gouvernement commence lui-même à respecter les lois comme c'est véritablement doté. Docteur Laurent Calvin-Itouga, un véritable dilemme pour les députés qui se plaignent depuis un petit moment, et là ils ont décidé de radicalement se lever de la salle pour expliquer leur ras-le-bol, pour faire ressentir aux autorités que ça ne va pas. On ne peut pas les accuser de valider des lois, des tests qui n'ont même pas pris connaissance, dont ils ne sont même pas au courant en temps réel. Donc du coup il y en a qui trouvent que c'est malhonnête, c'est pas logique. Et le peuple qui leur a accordé leur confiance le eu depuis quelque temps, alors qu'ils ne sont même pas au courant de ce qui est validé en fond. Bon, Rosalie, personne ne pourrait se lever pour acclamer ce qui n'est pas bien, ce qui n'aide pas la population camerounaise à aller vers ses acquis ou alors vers ses droits. Oui. Lorsqu'un député va à l'Assemblée, c'est justement pour faire son travail. Et son travail, c'est principalement voter les lois et puis contrôler l'action du gouvernement. Si le député ne peut pas faire son travail, effectivement, personne ne peut se lever pour acclamer une telle situation. Maintenant, il faut reconnaître que c'est ça le Cameroun en réalité. Depuis, on ne cessera jamais de le dire, le Camerounais aime le retard. Et le retard en toutes choses. On ne peut pas vous dire déposer un texte 15 jours avant, et puis c'est le jour de la session qu'on vient de déposer. Et à la fin de la session, oui. Parce que jusqu'à nous sommes à 10 jours et c'est toujours pas fait. Retard, c'est partout. Les Camerounais sont spécialistes du retard. Donc, peut-être ce n'est même pas de manière volontaire qu'ils le font. Tu y crois? Mais ça peut être tout simplement le fait qu'au Cameroun, la norme c'est que on est en retard. Il faut le retard. Vous verrez que quel que soit ce qu'on veut faire, il y a toujours cette habitude-là de consommer le retard. Maintenant, je voudrais dire que en acclamant l'action de ces députés de l'opposition, je ne voudrais pas être complice des résultats des fruits qu'ils ne portent pas. Je ne voudrais pas être complice de cela. Maintenant, si l'année dernière, ils ont subi la même situation, je pense qu'ils devraient commencer à anticiper. Anticiper, c'est-à-dire, au moins pendant l'année, prendre la peine de relire ce qui n'a pas marché l'année dernière, c'est-à-dire ce qu'ils ont subi. Je pense quand même que, quel que soit le cas, ces textes ne changent pas beaucoup. Ah bon? Je pense que... Vous avez lu les quelques lignes que je viens de vous donner, on n'en a jamais parlé. Hein, on va vous dire qu'il y a des nouvelles lignes au niveau des impôts peut-être. Il y a des nouvelles lignes, mais généralement, vous verrez qu'il y a toujours des choses qu'on reconduit et puis on modifie une ou deux choses. Donc, les députés... Donc quand même 37 milliards de plus. Ils peuvent quand même prendre le temps de lire ce qui s'est passé et puis d'anticiper. C'est-à-dire lorsqu'ils se rendent compte que l'action du gouvernement est toujours les empêche toujours de faire le travail. Maintenant, moi, je pose une question. S'ils finissent de lire l'ancien projet de loi de l'année antérieure, et anticiper s'ils viennent déclencher une discussion dans le Parlement alors que ce problème qui soulève n'est plus dans le nouveau projet de loi, qu'est-ce qu'ils font? Je ne dis pas qu'ils Ils paraissent ridicules à ce moment-là. Ils vont s'intéresser désormais aux nouvelles lignes. C'est-à-dire qu'ils auront quand même eu le temps de... Comment ils sauront où sont les nouvelles lignes des anciennes puisqu'ils n'ont pas le document? Ils ont au moins les mêmes... C'est-à-dire les mêmes... Ça, je vous dis que peu de choses changent. Beaucoup de choses, il y a quand même sur les 500 pages ou 122 pages, je vous assure que si on fouille les fonds à compte, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être une vingtaine de pages qui changent. C'est pourquoi je dis... Donc que les gars s'appuient sur le passé pour réaliser. Ils peuvent quand même commencer à anticiper pour mieux faire leur travail. Maintenant, autre chose, Rosalie, je pense quand même qu'à l'Assemblée, lorsqu'on vous donne, on vous remet ce document, ce n'est pas pour le lire tout de suite ou alors pour le lire de fond en comble. Ça c'est l'idéal. Sauf qu'au niveau du Parlement, il y a quand même des commissions. Il y a quand même des commissions qui sont là, c'est-à-dire qu'un travail de commission qui peut être fait. Ça mène justement ces députés à faire quand même un travail de fond. Même si je dis encore, je ne cautionne pas, mais je ne voudrais pas que ces députés s'appuient sur ce document-là pour dire qu'ils font mal le travail parce que ce n'est pas fait. Ils peuvent avoir aussi un esprit d'anticipation et ils peuvent aussi commencer par travailler autrement pour permettre justement que leur action soit efficace. Bon, je veux comprendre, moi j'aime comprendre.
vous avez l'obligation de me donner un document 15 jours avant le début de la session, même si ça a 30 000 pages, et que j'arrive au bout de la session sans être informé, je suis coupable. Non, je dis en principe, moi j'ai pas de principe, je ne parle pas de vous. Je dis, celui qui ne remet pas le document est coupable de cette faute-là. Non, j'essaie de comprendre à quel niveau vous les interpellez. Je dis donc que les responsables ont l'obligation d'acheminer le document 15 jours avant le début de la session. Oui. C'est pas fait. La session passe 30 jours. On en est à la fin, ils n'ont pas de document. Et puis on envoie une partie en disant il y a quand même quelques milliers de feuilles là qui viendront par la suite. Et ils sont censés anticiper pour être sûr que même si on vient donner à la dernière minute les feuilles, ils vont lire dans la boule de cristal ce qui sera écrit à l'intérieur et se préparer à contester. 15 000. Rosalie, c'est ça. Il faudrait que... Je ne peux pas accepter que le peuple, c'est-à-dire que nous autres, nous sommes ceux-là qui payons. Parce que quel que soit le cas, il y aura toujours répétition de la situation. Ça fait au moins 5 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on se plaint de la même situation. Alors, que ces députés-là soient capables, puisqu'on demande l'anticipation, qu'ils soient capables d'anticiper. Et que, au moins, qu'on apporte des résultats palpables au peuple. C'est le gouvernement qui doit qui doit respecter la loi. Ça c'est clair, le gouvernement doit le faire. Le gouvernement. C'est le gouvernement qui est coupable ici. Et il faut que le gouvernement respecte la loi. Il faut que le gouvernement dépose le texte 15 jours avant. Même les 15 jours avant le début de la session, pour permettre justement à ces députés d'avoir le temps de consulter les experts. Et c'est ce que je vous dis, même les 15 jours. Non, ça leur donne un mois. Avant le début il faut commencer à anticiper dans votre... Vous ne lirez pas 5000 pages en un mois. Ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Avec les experts. Mais au moins, vous ici commencez à travailler d'avance. Sur des choses dont vous n'avez aucune teneur. C'est-à-dire que vous commencez à travailler un mois avant sur les nouveaux impôts qu'on a créés et donc vous n'êtes pas au courant. Justement, c'est ça qu'il faut bien sérieux. C'est-à-dire que anticiper, et lorsqu'il y a des nouvelles lignes qui arrivent, les députés ne sont pas des devins, ce ne sont pas des sorciers, ce ne sont pas des marabouts. Pour savoir ce qui se trouve dans des textes, ils auront à étudier 2 ou 3 ou 4 semaines après. On estime que ce sont des devins. Non, ce ne sont pas des devins. On demande simplement au gouvernement. Il faut dire, et il faut dire à ce gouvernement par déposer, tel que prévoit la loi, le texte 2 semaines avant le début de la... C'est aussi simple que ça. Nous sommes d'accord. Voilà. C'est par là que je commence. Et je dis maintenant, le peuple ne va pas subir cela. Il faudrait que nos députés aient l'habitude d'anticiper pour nous permettre de subir le moins possible. D'accord. Monsieur le maire qui est très pressé de réagir, je vous donne l'opportunité. Qu'est-ce qu'il y a? Merci de me permettre de réagir parce que, monsieur Vous le président... Vous n'êtes pas d'accord avec le président du FDR? Bon, naturellement, tu sais qu'ils font toujours dans l'exagération. Ah, d'accord. Il a introduit son propos en parlant d'un scandale, alors qu'il n'y en a pas un. Non, il y a eu un scandale à l'Assemblée. Bon, moi je le président de l'Assemblée, le Premier ministre, c'est un scandale. C'est pas un scandale. Bon, c'est le scandale selon votre perception. On bloque tout un discours. C'est que je développe ma pensée. Nous avons vu dans des parlements en Europe où les gens se donnent même des coups de poing. On n'a pas intitulé ça que scandale mondial. C'est des choses qui arrivent. Là où il y a des joutes oratoires, c'est des choses qui arrivent. C'est l'humain, c'est des gens qui s'expriment. Maintenant, chacun à son niveau peut reconsidérer la situation et lui donner sa mesure. Et je voudrais faire mienne les orientations, les paroles de Dr Essomba pour dire qu'effectivement, on peut comprendre, ou alors on peut dénoncer le fait que la loi n'ait pas été respectée sur les 15 jours. Mais ce n'est pas une raison pour dire que le travail ne peut pas être bien fait, ou que le travail sera bâclé. Et je voudrais dire, et il a raison de le dire, c'est qu'il s'agit d'une loi des finances. La loi des finances, c'est une loi, c'est un texte qui est presque, on peut dire, actualisé chaque année. Et en guise d'actualisation, la partie la plus importante, c'est ce qu'on appelle les mesures nouvelles. Elles portent parfois sur le plan fiscal. Quelles sont les mesures nouvelles? En 1-2 jours, vous avez fait le tour des mesures nouvelles. Vous avez dit 1-2 jours. 1-2 jours. Quand on te donne la veille, tu vous avez fait le tour des mesures nouvelles. Et même en un jour. Puisqu'il y a toujours... Laissez que je m'exprime. Il y a toujours... C'est toujours accompagné d'une note de présentation
on n'apporte pas la loi des finances de manière, bloquée et on vous la remet. Il y a toujours un document de présentation. C'est ce document qui vous oriente, qui n'est pas là. Qui vous oriente, il est toujours là. Non, je dis que pour l'instant, non, pour l'instant, il est là. Il est là. Le document de présentation n'a rien à voir avec la loi elle-même. C'est un document de présentation. On dit la même chose. Je vous donne dire que ce document ne peut pas manquer parce qu'on ne peut pas faire autrement. Non, vous n'avez pas compris. Je n'ai pas dit qu'on ne le donne pas souvent. Oui. J'ai dit que c'est ça le problème en ce moment. Non, le problème c'est qu'on leur a donné une partie et qu'on a donné en retard. Oui. Ce n'est pas qu'il n'y a pas on n'a même pas donné tout le reste là. Le reste va venir. Ah, va venir. Et je voudrais donc embrayer pour dire, c'est tout à fait normal que les partis d'en face sautent sur l'occasion pour créer scandale et même pour avouer. Ne leur donnez pas le bâton. Et même pour avouer. Ils ne tapent pas de toute façon. Ah, d'accord. Parce que même s'il faut aller dans le sens où monsieur le président du FDR dit que le travail sera bâclé, même s'il fallait leur donner 40-50 jours pour étudier ce document, quel est le poids, quel est le rapport de force qu'ils ont pour inverser la volonté du parti au pouvoir? Vous comprenez donc que face à cette incapacité, on ne peut que bondir sur des subterfuges tels que c'est arrivé en retard, on n'a pas pu lire. Même si on leur donnait de lire 2 mois avant, qu'est-ce qu'ils en feraient? Le problème n'est pas là. Le problème c'est au niveau où ils n'ont même pas la capacité d'inverser les choses. Et ils savent que sur ce plan-là, ils doivent accepter la loi de la majorité. Le RDPC majorité à l'Assemblée. Le parti majoritaire ne s'en est pas offusqué. On le regrette. Donc quand on est majoritaire à l'Assemblée, on ne respecte plus les dispositions. On l'a regretté, quand cela ne soit pas fait. On vous a même dit qu'il se trouve malheureusement que ça fait partie de notre nature de toujours accuser des retards. On le regrette. Pas du tout. Cependant, vous êtes arrivé sur ça n'exclut pas. Nous pas arrivé en retard. Le travail n'aime pas le retard. Nous sommes arrivés à l'heure parce que vous étiez le seul à arriver en retard. Le document qui a été remis, donc c'est le RDPC qui permet de bien prendre en considération les nouvelles problématiques qui sont mises en vigueur, qui sont envisagées pour 2024, notamment les mesures nouvelles qui sont passepoires, elles sont fiscales, elles sont douanières. Tout autre document qui relève de la compétence de l'Assemblée est souvent présenté avant. Mais la loi des finances, elle a toujours un aspect sur les mesures nouvelles. Et dès que vous avez lu les mesures nouvelles, alors le reste n'est que la reprise des anciennes dispositions. Alors, on ne va pas aller former les députés qui ne comprennent pas que vous n'êtes pas obligé de lire les 3000 ou les 4000 pages qui sont là. Intéressez-vous à ce qui est essentiel. Et d'ailleurs, ils le savent. Le problème, c'est qu'ils trouvent l'occasion du retard pour faire un scandale. Parce qu'il leur plaît. C'est de bonne guerre pour eux de montrer que le gouvernement ne travaille pas bien. Donc, ils ne peuvent que sauter sur cette opportunité. Et nous voulons rappeler à l'attention des détracteurs que c'est pas parce que le test est arrivé avec un retard qui ne peut pas être bien étudié. Il a l'habitude avec un retard. Parce que les mesures nouvelles ne constituent pas l'ensemble du document. En quelques heures, on peut prendre connaissance des mesures nouvelles et apprécier leur pertinence par rapport au développement du pays. Monsieur Maïmaï, qu'est-ce qu'il y a, président? Pourquoi vous échouez? Je suis scandalisé. Il y a les scandales partout. Vous voyez que les scandales sont partout. Apparemment, même sur le plateau. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Maïmaï? Vous êtes scandalisé? Tout est scandale au Cameroun. Monsieur était maire. C'est un conseil municipal. Je comprends pourquoi est-ce que dans sa commune, les choses vont à valo. Il n'a rien compris. Ce n'est pas il y a 5 ans. Et je vais vous révéler quelque chose, monsieur. Les réunions de préparation budgétaire se passent au ministère, dans les services économiques du ministère de la planification, du MINEPAT, tout le long de l'année. Tous les ministères envoient leurs représentants pour défendre leur projet de loi, leur projet. Ce travail est fait de manière structurée et de manière construite par les experts du ministère de l'économie. Chaque année, et des budgets sont consacrés pour ce travail. Maintenant, c'est la partie administrative. L'autre partie qui est faite aux finances est aussi fait à temps. Mais je vais vous surprendre certainement pour vous dire que, est-ce que vous savez que le document final, en ce moment, est encore en reproduction? Et ce document final, qui doit être présenté aux députés, est confectionné où? Non pas par les imprimeries de l'administration, mais par un individu
à qui ils ont transmis les documents confidentiels de l'État au quartier. Je peux vous indiquer où ça se passe. Je vais vous dire que ce document aurait pu être terminé, le travail sur ce document devait être fait le week-end passé. Ça n'a même pas pu être fait ce week-end-là. On a décalé ça parce que certainement il y avait des problèmes de paiement, des problèmes de tout. Jusqu'à quand est-ce que vous allez continuer à prendre les Camerounais pour des cons? Moi je ne vous comprends pas. Hein. Les gens, si le Cameroun les a dépassés, oh. Les gars, si le Cameroun les a dépassés, moi je vous dis une chose. Ça ne date pas d'il y a 5 ans. Je me rappelle, Ghislain Pierre Essono, un de vos collègues, était journaliste dans un média privé, je ne vais pas citer le nom de ce média ici. Et un jour, un samedi, il nous a appelé avec le professeur Abbé, on était invités à un plateau et tout et tout. Puis on parlait évidemment des problèmes de budget et des retards dans la conception et la présentation des documents nécessaires, des documents techniques qui doivent être mis à la disposition des parlementaires. Et attends. Puis un ministre de l'époque, je crois que c'est Grégoire Ronald, celui qui est trop brun là, qui marche souvent devant avec la robe du RDPC là, devant le défilé là. C'est lui qui est à Bankolo. Vous le connaissez bien. Voilà, c'est lui, c'est le ministre là. Et il a osé prendre débrosser le téléphone et justifier le fait que le retard était normal. Et je ne l'ai pas raté. J'ai dit que mais ce gars, il vient de manquer la merveilleuse occasion de se taire. Il aurait pu se taire. Parce que si moi j'avais été Premier ministre ou président de la République, après cette intervention-là, le lendemain, je l'aurais démis de ses fonctions. Et ça dure depuis 15 ans. Et ça n'a pas commencé il y a seulement 15 ans. Vous pouvez imaginer, dans les réunions de préparation du budget, combien les jetons de présence sont dépensés pour la préparation d'un document pareil. Et puis, je vais vous dire un autre aspect. Dans un pays qui se respecte, si un régime était, si le régime du Cameroun était tenu vraiment par les patriotes, il serait de bon ton que les députés qui sont à l'Assemblée nationale puissent bénéficier des indemnités d'assistance parlementaire pour qu'ils puissent requérir les services des experts. Tout à fait. Tout à fait. Mais ils n'ont pas cette indemnité-là. Ok, le fait qu'ils n'ont pas cette indemnité, parce qu'au moins si ils avaient cette indemnité et qu'ils étaient capables de payer des cabinets, les cabinets peuvent mettre les bouchées doubles, mettre du personnel nuit et jour pour éplucher ces milliers de documents. Mais ça se paye. Les députés n'ont pas plus d'indemnité. Ils n'ont pas cette indemnité, monsieur. Qu'est-ce qu'elle est partie où? Elle n'existe pas. L'indemnité d'assistance parlementaire. D'assistance parlementaire. Il faut qu'ils aient une indemnité pour qu'ils puissent recruter des experts pour faire ce travail. On leur donne le travail. Autre chose. Le gouvernement devrait avoir une imprimerie, des avis de reprographie pour produire un document aussi précieux, attendez président, aussi précieux, que de le confier à des individus qui savent le faire au quartier. Ça c'est une affirmation qui est la vôtre. Ah mais ce n'est pas une affirmation, c'est le propos que nous ne pouvons pas... Si vous voulez, je vous donne l'adresse. Je vous donne l'adresse de où ça se fait. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est quelque part à Cibor là-bas après une poubelle. Ce n'est pas vrai. Comme dans votre régime, ce n'est pas vrai. La bonne destination, la bonne information, c'est dire que j'étais à côté d'une poubelle. Mais je vous dis donc que ce n'est pas vrai. Ça se passe ici à Sibok, sur un étage, en bas il y a la poubelle. Mais si vous avez la bonne information, pourquoi vous ne la donnez pas clairement? Ah mais si, pourquoi vous voulez que je vous donne? Peut-être que c'est un prestataire, peut-être que ce prestataire, c'est peut-être vous avez déjà fixé. Je vais donc dire que des documents de ce genre-là, un gouvernement sérieux ne peut pas confier ça à des individus pour que ça soit fait confectionné au quartier. Donc vous avez l'impression que le retard est parfois dû à tout ce qui est mis autour dans la conception? Le retard est évidemment dû à la confection de tous les documents finaux. Parce que le travail est fait au Minipat, il est transmis au ministère des Finances, et puis là-bas, il commence avec les micmacs pour payer les gars qui doivent faire ça au quartier, les retards, commandes, machin et tout ça. Le régime est tellement bancal qu'on ne sait même pas là où on met les têtes. Donc, je veux dire une chose. Le Cameroun a dépassé la bande à Bia. Il est urgent que ces gars aient l'honnêteté de se retirer en reconnaissant qu'ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient faire, mais ils n'ont pas pu. Parce qu'il y a des compétents, le Cameroun a des compétents. Je vous disais la dernière fois-ci que nous sommes à l'ère de l'informatique quantique. Les informatiques du genre ordinateur 286,
avec des disques durs de 40 mégas à l'époque, n'est-ce pas? Ça, c'est dépassé. Même les Pentium sont dépassés. Les dual core, les core 7 et tout est dépassé. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'informatique quantique. Il n'y a pas de raison qu'à l'ère de l'informatique quantique, un État comme le Cameroun, qui est capable d'acheter un ordinateur up-to-date, n'est-ce pas? Que l'État ne puisse pas s'équiper d'un matériel adéquat pour pouvoir avoir un service optimum, afin que les députés, ceux de la majorité obèse et ceux de l'opposition, puissent avoir les documents qui leur permettent de travailler pour construire le Cameroun. En temps réel. Il faut... Le Cameroun est un pays en chantier. Un pays en chantier, on ne dort pas dans un chantier. Vous comprenez? Vous dormez dans un chantier, vous risquez un accident, un papin peut vous tomber dessus, vous pouvez tomber de votre échafaudage, quelque chose peut se passer et puis vous vous retrouvez par terre. Un pays en chantier comme le Cameroun ne peut pas s'encombrer, ne va plus s'encombrer d'avoir un régime comme le vôtre. Je voudrais relever un propos que j'approuve. Qui sont comme des soldats en pied plat. Je voudrais relever un élément que j'approuve dans votre intervention. Ah, heureusement que... Oui, il y a un élément que j'approuve. Celui qui vise à démontrer que ce n'est pas de la mauvaise foi du gouvernement. Que ça peut être lié. Ça peut être lié. Ce n'est pas de la mauvaise foi. Des difficultés matérielles qui ne sont pas inconnues dans notre pays et même des difficultés économiques. Tout à l'heure, un pays ne peut pas s'encombrer de ne pas avoir les moyens de s'équiper. Non, c'est vrai, mais il se trouve que la crise financière est une réalité. Elle est une réalité. Et vous comprendre qu'on peut avoir des blocages au plan matériel, ça je peux vous le concéder. Mais dire que c'est la mauvaise foi, c'est de la mauvaise foi et de l'incompétence. Il y a de la mauvaise foi. Il y a de l'incompétence, il y a même de l'ignorance. Non, je ne pense pas. Vous avez le gouvernement a des personnels, a des cadres assez bien formés pour penser que ça serait de l'incompétence. Le gouvernement n'a pas de c'est le problème qui peut être lié au matériel. Faites la différence, monsieur. Je ne vous permettrai pas de dire ces choses pareilles parce que quel genre de les choses? téléspectateurs, ils vont retenir. Le gouvernement n'a pas de cadre formé. Les ministres ont des cadres formés. Mais ce n'est pas les ministres qui travaillent. Par contre, dans les conférences budgétaires, ce n'est pas les ministres qui travaillent. L'État du Cameroun a des cadres formés. Des cadres de l'État. Ce n'est pas eux qui ont la décision. C'est les cadres formés qui travaillent en longueur d'année pour préparer les budgets, n'est-ce pas? Qui reçoivent les ministères sectoriels pour qui viennent défendre le budget. C'est des gars compétents. Hein? Bien sûr. J'en connais parmi eux qui sont des... Et je suis d'accord avec vous. Donc c'est pas une question. Quand ils ont terminé, ils remettent les documents finaux au pied plat, vos ministres là, qui n'ont aucune compétence, hein? qui n'ont aucune intelligence, dans ce cas... qui en plus ne comprennent même pas le sujet. Oh là là. Okay. D'accord. Ils ne comprennent pas le sujet. J'avoue que j'insiste pour que l'Assemblée nationale dote les députés d'une indemnité d'assistance parlementaire. D'accord. Parce que s'il n'y a pas de ça, là-dedans, parmi les députés de la RDPC, surtout ceux de la RDPC, il y en a là-bas qui ne savent même pas lire et écrire. Parce qu'ils ont beaucoup dansé dans un meeting avec sardines, épingles et tout. Alors, ils se sont mis très bien, on les a investis. Il n'y a pas de l'opposition. Vous ne pouvez pas. Quand vous regardez les députés du PCRN, lequel que vous allez dire, quand vous regardez les députés du DC, tous sont des grosses têtes, hein. Les députés du SDF, c'est des gars qui sont un gars comme Nietzsche. Vous allez le reprocher quoi? Vous n'avez rien à lui reprocher. C'est des gars qui sont un homme comme Kabbalah Libi. Vous ne pouvez pas. La cuisine n'est pas être capable d'interpréter un texte de loi des finances. D'accord? Mais le tout, c'est de donner les documents à temps pour que les gens qui ont des compétences puissent les éplucher. C'est tout ce qui est demandé. Vous ne le faites pas. D'accord. Vous êtes tellement mal barré que vous êtes tout chez vous. Et participe. Moi, j'ai compris que vous avez relevé un problème matériel. Et ça, je suis d'accord avec vous. D'accord. Le problème matériel, même bien du fait de la mauvaise foi. Le problème matériel, le problème financier, c'est que le problème matériel, même bien du fait que vous avez fait le pillage systématique. Je ne pense même pas que le problème matériel de coût vous voulez déplacer du vol et des détournements massifs que vous avez toujours en système de gouvernement. Ils se sont plaints que le projet de loi est arrivé en retard. Mais je vous dis que ça allez savoir aussi pourquoi ça arrive et ne vous contentez pas des raisons que vous évoquez. Depuis que je ne voudrais pas vous donner les raisons que
D'accord. On va faire parler les téléspectateurs si vous le voulez bien. C'était qu'une mise en bouche, mais j'ai le don d'avoir des mises en bouche qui sont parfois plus appétissantes que les termes. Bonsoir Rosalie. Le mot me manque souvent pour qualifier ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Si c'est dans cette auguste chambre qu'on viole les lois, d'où viendra le salut du Cameroun? Et là où le bas blesse, c'est que tu verras des gens certainement atteints d'une maladie débilitante vous expliquer l'inexplicable. Vivement que Dieu sauve le Cameroun. C'est Monsieur Zigli. Monsieur le maire, je comprends que dans votre logiciel, l'orgueil et la personnalité soient des vains mots. Pour ce militant hier RDPC franquiste et qui a jeté sa deuxième casquette dans le bas, je ne sais pas si le fait d'avoir la majorité au Parlement vous donne le droit d'écarter la norme et de normaliser l'incurie. Pour paraphraser une éminence grise qui vient de quitter la scène. Mon ami Hubert Monontiana, professeur. On va faire parler... bon, quand vous m'envoyez... Oh là 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 là. Je crois que quelque chose de bombatique s'annonce. Bonsoir madame et à votre panel, très belle émission, mais vraiment permettez-moi de m'indigner par rapport à l'attitude du représentant du RDPC sur votre plateau. C'est à se demander si ce monsieur sait que ses enfants, son épouse et ses relations le regardent. Là où il se trouve et qu'ils savent qu'il est en train de dire les contre-vérités. La règle signée par le régime RDPC est claire, qui dit que le projet de loi des finances doit être déposé à l'Assemblée nationale le 15 octobre de chaque année pour permettre aux députés d'y accéder et de préparer son examen. Ça évite le ridicule qui consiste à faire prendre des ordonnances rectificatives par le président de la République 3 mois après. C'est Constant Ambela qui nous écrit ce soir. Bonsoir le panel. Les militants du RDPC se défendent toujours, ce qui conclut qu'ils ont tort tous les jours, qu'ils libèrent le Cameroun. Pascal depuis Yaoundé. On va partir du côté des États-Unis d'Amérique. Bonsoir Madame Rosalie et bonsoir à ton panel. Projet de finances annoncé enfin. La lenteur d'un escargot, certes, sont les efforts démontrés par nos acteurs politiques. Monsieur le maire, votre réaction lorsqu'on vous décrit la médiocrité d'efforts de vos maîtres, vous montre jusqu'à quel niveau l'esprit de laisser aller, de laisser faire a contaminé la machine gouvernementale. C'est Blondette depuis Boston. En tout cas, fait quoi, ça doit changer. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de médiocrité. Fix it, please. Autre réaction. Bonsoir le panel. Moi, on finançait mon projet. Je veux créer une nouvelle avec... 5 millions Rose, président Amadou Aminou. Tu veux créer quoi exactement et que tu demandes 5 millions pour financer? Ton message n'est pas totalement clair. Merci à Titi, à Benoît Titi du côté de la Côte d'Ivoire, qui est également fidèle à ce programme. Alors, voilà, Joël, bon. Installé au petit salon comme au petit matin où il n'y a pas eu rediffusion. Bon début du mois de fin d'année, attendant avec insistance la fin du règne, dans la tristesse, désolation et ruine du renouveau. Ces futés en colère sont à l'image des urines de Cancrela qui restent en sorte que leurs collègues futés d'étoudis, incapables de s'imprégner des réalités sociales, vont adopter ce projet politico-nutritionnel pour de bonnes agapes de jouissance. La maman, de là où tu es, à toi de venir à notre secours. Oh, c'est ma soeur Thomas. Bien sûr, la maman toujours connectée et qui vous fait également un clin d'œil. Bonsoir, les députés RDPC représentent même qui? Les populations, le gouvernement, sont-ils simplement là pour le faire valoir? C'est la même chose au Nozo en ce moment. Bon, je préfère ne pas prendre quand c'est signalé rouge, ça veut dire qu'il y a des mots, des gros mots. J'ai un tout petit peu programmé pour... Pour filtrer, avant de poursuivre cette émission, permettez-moi de passer cette annonce hyper importante. Lorsqu'on a un enfant qui est perdu, je suis obligé de marquer ce petit arrêt-là. Il y a une petite fille de 8 ans que nous avons dans nos locaux ici à Info Télévision. Donc, s'il y a un parent qui recherche son enfant, la petite Jeanne-Célia Moloko, c'est son nom, vous l'avez à l'image, elle est en classe de CE1 à l'école privée laïque, les échantillons d'un SAM. Elle s'est donc égarée
Marie, elle est dans les locaux d'Info Télévision. D'après la petite, son père se nommerait Gabriel Fabrice Tueni et sa mère Marie-Blanche Ngognobe. Voilà, c'est la maman Ngognobe Marie-Blanche et le papa Tueni Gabriel Fabrice. Elle a donc 8 ans, la petite Jeanne Célia. Elle est dans les locaux d'Info Télévision, donc vous pouvez venir récupérer votre enfant. Si vous avez regardé ce message et que vous reconnaissez la petite, passez l'information à ses parents. Voilà, elle est pour l'instant entre de bonnes mains. Elle mange bien, elle se repose. Mais malheureusement, nous n'avons pas l'environnement qui sied à accueillir des enfants pour longtemps. Donc, hâtez-vous de venir récupérer votre enfant dans nos locaux. On rendra encore lecture de ce message d'ici la fin de l'émission pour vous permettre d'être informés. On va un peu parler de déguerpissement à présent. L'annonce a été faite dans le listing des projets qui rentrent dans les actions gouvernementales en 2024. On a prévu des déguerpilles de façon préventive toutes les personnes, les populations qui sont installées dans les zones à risque. Donc ça va chauffer, ça va bouillir. Monsieur le maire, vous faites partie du mouvement de décentralisation, vous serez sûrement impliqué dans ce qui va se passer, parce que pour déguerpir, vous êtes mieux placé pour savoir les zones. Déjà, je voudrais poser la question de but en blanc, comme c'est écrit là, est-ce que c'est nécessaire, ce qui est en train de s'annoncer en 2024? Mais c'est tout à fait nécessaire, d'autant plus que sur ce plateau, au lendemain de l'accident de Bankolo, on avait recommandé que le gouvernement devrait sévir et devait même prévenir ce genre de catastrophe. On s'était offusqué de ce que les gens se soient installés dans des endroits marécageux. Et notre vœu était que les municipalités puissent s'impliquer à, n'est-ce pas, interdire l'habitation dans des endroits indécents. Et je pense que ce qui arrive, c'est un peu comme une réponse à notre appel, à notre souhait sur ce plateau, que cela soit fait. Moi, je pense qu'une fois de plus, vous allez voir avec le comportement des Camerounais, certains Camerounais vont encore trouver l'occasion de dire que le gouvernement est en train de faire des guerres ciblées. Vous allez trouver des gens qui vont quand même critiquer cette action. Et on se demande, parfois on se demande à la fin, ce qui est souvent attendu même des autorités camerounaises. Moi, je peux vous dire que le gouvernement est dans une logique, dans une bonne intention de remplir son devoir vis-à-vis du peuple camerounais. Et heureusement que ce peuple camerounais est resté vigilant et est resté assez attentif pour percevoir le message. Parce que malgré les difficultés qui sont réelles, que nous reconnaissons, et ça n'a jamais été le discours du RDP, c'est comme la majorité de l'opposition veut nous faire croire qu'on est têtu, qu'on ne comprend rien, que non. Nous reconnaissons les difficultés. Tout à l'heure, je l'ai relevé que le retard du document n'est pas bon. Mais personne n'a compris ça. Tout ce que les gens voudraient entendre du RDP, c'est qu'on soit dans la critique totale. On reconnaît que le document est arrivé en retard, mais n'empêche pas qu'on s'y intéresse. Parce que si on pose même une question à une seule personne, que comportent les quelques 1000 pages qu'on a données aux députés, ils ne vous diront rien du contenu. Tout ce qui les a intéressés, c'est que ça arrive en retard. Ça suffit pour faire un tollé. Pareil, comme c'est des représentants qui sont annoncés, vous allez voir que lorsqu'on va commencer à déguerpir les populations, pour peu qu'il y aura quelqu'un qui pour une autre pourrait bénéficier d'une clémence, c'est ce petit point qui aura manqué ou qui aura fait défaut, qui va être brandi au vu de tout le monde comme étant des manœuvres. Est-ce que vous visualisez déjà une question de clémence? Est-ce que c'est pas ça justement qui finit par créer le problème? En fait, parce que si on doit déguerpir, on déguerpit tout le monde. C'est la loi. On commence à visualiser il est même question que laisse une fenêtre la loi s'applique de façon dure pour tout le monde. Mais ce sont des humains qui sont sur le terrain. Vous pouvez arriver dans une concession et vous êtes saisi parce que vous voyez, ce sont des humains. On ne demande pas aux gens de ne pas appliquer. Mais parfois, vous pouvez apprécier. Vous pouvez trouver un malade grabataire dans une maison. Vous lui donnez 48 heures ou 2 jours pour partir. Mais ceux qui sont à côté, qui auront seulement constaté que cette maison a été épargnée, ne comprendront pas pour quelle raison on lui a accordé ce petit temps supplémentaire. Ça va suffire pour faire un tollé, pour décrier, pour dire comment il y a des complicités. En un mot comme en mille, moi je salue le gouvernement qui a pris cette initiative
et ce n'est pas d'ailleurs la première fois, j'ai toujours dit, c'est les populations qui n'aident pas parfois à accompagner dans le respect des règles qui existent. Parce que notre pays est doté de toutes les lois qu'il faut pour pouvoir vivre dans des conditions décentes. Malheureusement, la population n'a pas toujours répondu présent au bon moment, au moment où il faut que la discipline et la règle soient du bon côté. C'est pour cela qu'on a souvent des cas regrettables que nous avons, et compte tenu du poids démographique toujours croissant, il arrive que parfois ce qu'on veut bien faire ne se fasse pas au moment voulu. Oui, président. J'ai tout fait déjà. J'ai tout fait déjà à écouter. Pas étouffé, hein, parce que je n'ai même pas d'eau. Parce que c'est extrêmement scandaleux ce que je voudrais bien penser que je suis en train de mal interpréter ces propos. Vous êtes en train de nous dire que ce que le gouvernement préconise, c'est-à-dire que pour enlever les gens dans les zones dangereuses, c'est de leur donner 48 heures, c'est de les casser, de leur donner pour déguerpir. C'est ça votre solution, monsieur le maire? C'est pas si on s'est compris, hein? Oui, parce que vous dites que quand on dira à quelqu'un que vous devez partir après 48 heures, les gens vont crier. Donc, votre solution, la solution que le Premier ministre est parti défendre à l'Assemblée nationale, c'est que pour que les gens ne soient plus dans les zones à risque, il faut simplement les casser. Je dis que la solution ne se trouve pas là. Si votre solution, c'est d'aller dire aux gens qui sont dans les zones à risque, on vous donne 48 heures pour déguerpir, monsieur, laissez-les tranquilles. La solution consisterait à aménager des zones de recasement et à leur donner le temps de se recaser. Et pour certains, les moyens, ça a existé en son temps. Cela doit exister maintenant. Vous n'allez pas, quelqu'un qui est installé quelque part, qui a construit sa petite maison, depuis 15 ans, depuis 20 ans, qui y vit avec sa famille, vous venez dans votre solution sous prétexte que c'est des zones à risque. Vous venez lui dire, du jour au lendemain, vous avez 48 heures pour partir, sans lui dire là où il doit partir, monsieur, laissez-les. Laissez-les tranquilles. Si c'est ça votre solution, je ne pense pas qu'on va parler de 48 heures. Vous avez pris un exemple. Et votre exemple est un très mauvais exemple. Je n'avais pas pris il faut tout de suite balayer d'un revers de la main parce que ça va créer plus de problèmes que la solution que vous voulez apporter. Vous avez lu le projet qui pose. Je suis donc en train de... Je vous répondais d'abord avant de parler du projet. Parce que dans votre propos, il ressort quelque chose d'extrêmement dangereux, inacceptable. On a vu à un moment donné un tabac, on est allé casser des gens qui se sont retrouvés dans la rue, en villégiature. On ne leur a pas dit là où il faut aller. Ça ne doit pas se répéter. Que prévoit la réglementation? Votre réglementation qui prévoit que vous devez déposer un projet de loi de finances 15 jours avant l'ouverture de la session. L'avez-vous respecté? Est-ce que votre réglementation, nos lois qui prévoient que votre gouvernement, le gouvernement RDPC, doit déposer le projet de loi de finances 15 jours avant le début de la session, vous la respectez? C'est pour ça que je vous ai dit, c'est du banditisme politique que vous faites. Vous exigez aux populations de respecter des lois que vous-même vous avez établies et que vous ne respectez pas. Ce n'est pas bon. Vous devez prêcher par l'exemple, cher ami. Et nous disons, nous, révolutionnaires au FDR, que vraiment, si c'est ça votre solution, vous allez créer plus de problèmes que vous n'en résolverez. Donc, laissez les populations tranquilles. La meilleure façon, justement, de déguerpir, de les enlever de ces zones, c'est justement préalablement, c'est-à-dire avant de choisir des zones de recasement et de les aménager pour leur donner, leur dire que quand vous allez partir d'ici, c'est là-bas, et leur donner le temps justement nécessaire pour qu'ils puissent construire et les moyens qui vont avec. C'est ça la première question, Président, en vous écoutant. Il y a aussi une réalité qui s'impose d'elle-même. Est-ce que ce n'est pas aussi faciliter trop la tâche à certaines personnes qui prendront plaisir d'ici là à aller s'installer dans des zones dangereuses en se disant on va me donner de l'argent pour me recaser, on va sûrement me trouver un moyen de sortir d'ici et puis alléluia, je vais jouir d'une manne à laquelle je n'ai pas droit? Je vais vous répondre. Oui. La loi a ceci de particulier qu'elle n'a pas d'effet rétroactif. Ça veut dire que quand vous vous engagez, quand nous révolutionnons, nous parlons de refondation.
quand vous vous engagez dans une politique de recasement, c'est-à-dire que vous avez dit que ce qui se passait avant n'était pas bien. Vous dites donc à partir de cet instant que vous avez, puisque vous avez d'abord laissé faire, il faut donc que l'État d'abord sache qu'il a laissé faire. Et c'est pour cette raison que ce qui se faisait avant, l'État doit assumer. Mais à partir de ce moment donc, quand vous l'avez fait, vous dites... C'est l'État seul qui doit assumer. Et non ceux qui ont été, qui sont... Non, vous peuvent partiellement. Je n'ai pas dit que l'État doit tout faire. Et je dis qu'il faut leur donner un temps pour se recaser, mais tout en leur disant là où ils doivent aller. Et en leur disant que c'est là où vous devez aller aménager. Donc, j'ai dit donc qu'à partir de ce moment, quand on l'a fait, on dit donc à partir de maintenant, on ne tolérera plus que les gens aillent s'installer dans des zones à risque. C'est ça la refondation, c'est ça la révolution. Ça dit que vous dites aux gens, avant ce qui s'est fait là, ce n'était pas bon. Monsieur le Président. Non, laissez-moi finir. Bon, je voudrais ajouter de l'autre mot. Voilà. Pour compléter un propos. Vous dire votre perception, votre vision du recasement est même la bonne. Je ne pense pas qu'elle soit différente de ce que les autorités camerounaises peuvent penser ou peuvent envisager. Il faut toujours intégrer dans votre approche le facteur financier, qui est souvent la difficulté réelle à laquelle le gouvernement fait face. Et j'aurais bien souhaité, même comme cela est impossible, que vous parveniez à la gestion des affaires pour que vous compreniez la différence qu'il y a entre le discours que vous tenez et la réalité sur le terrain. Mais si nous n'allons pas faire parce que je ne veux pas avoir cette possibilité, nous ne voulons pas vous continuez à penser que tout est facile. Tout se fait. Nous n'avons jamais dit que tout est facile. Magique tel que vous. Non, monsieur. Nous n'avons jamais pensé un seul instant. Et d'ailleurs, le révolutionnaire est le premier à penser que tout n'est pas facile. C'est pour cette raison que je vous dis, moi, qu'il faut véritablement jeter les bases d'une république nouvelle. Quand vous avez jeté les bases, nous n'allons pas attendre 41 ans pour constater qu'il y a des problèmes. Vous avez quand même 41 ans. Et je dirais même 63 ans de gouvernement parce que c'est l'UNC qui est devenu le RDPC. En 63 ans, vous n'avez pas pu établir des politiques d'urbanisme cohérentes, sérieuses. Mais nous n'allons pas attendre 43 ans ou 41 ans ou 63 ans. Nous avons besoin juste de 5 ans. Et vous verrez que le Rwanda n'a pas attendu 40 ans. On a vu des résultats. Quand un gouvernement révolutionnaire serait en place, on a besoin. Les résultats se font sentir après 5 ans. Parce qu'il y a une discipline. C'est pour cette raison que je vous ai dit, moi je suis un disciple de Sankara et de Rawlings. Tout le monde sait que Rawlings n'a pas passé 40 ans au pouvoir. Mais tout le monde sait que Rawlings a redressé le Ghana. Tout le monde sait que Rawlings a laissé au Ghana une démocratie qui est viable et qui est citée en exemple en Afrique. Tout militaire qu'il était, tout le monde sait que Rawlings a laissé un pays viable. C'est ce que nous disons. Nous ne sommes pas des prophètes ou bien nous ne sommes pas en train de dire aux gens qu'on va installer le paradis sur terre. Mais nous disons que quand vous voulez régler des problèmes dans une société qui a été détruite par la corruption, le vol, le pillage, tel que vous l'avez fait pendant 63 ans, on n'a pas besoin de... Il faut un minimum de discipline et de patriotisme. Et le révolutionnaire, c'est la discipline, c'est le patriotisme. Et c'est surtout la rigueur dans la gestion des moyens, qui fussent-ils minimes. Thomas Sankara, qui est mon modèle à moi, disait que mieux vaut de l'eau potable à toute la population que du champagne à une petite minorité. Cela voulait dire quoi? Cela voulait dire qu'on est conscient que nous sommes dans des pays qui ont des moyens limités. Mais il faut que ces moyens soient gérés avec beaucoup de rigueur, que les gens ne volent pas, que les gens les fonctionnaires ne deviennent pas des milliardaires. Et comme si moi je suis président, et qu'un ministre ou bien qu'un fonctionnaire est milliardaire, je vous assure, je vais sévir avec la dernière énergie. D'accord. Voilà. Docteur Laurent Calvin Itouga, on annonce quand même en 2024 beaucoup de cris, de lamentations, mais il y a également des actes qui doivent être posés pour protéger également les populations. Ça peut faire mal, mais il y a également des quartiers, hein, ça vraiment, il faut le reconnaître, où quand vous-même vous arrivez, vous comprenez qu'ici il faut arriver. On a dit même pour les protéger d'eux-mêmes. Il faut faire quelque chose. Mais maintenant, peut-être le problème qu'il essaie de poser le président avec beaucoup de véhémence, c'est qu'il faut orchestrer cela en tenant compte d'un côté social qui est parfois oublié aussi quand on décide d'agir dans ce cas de figure.
Oui, Rosalie, je me réjouis déjà du fait que je pense que les deux précédents sont d'accord sur le principe. Maintenant, que déguerpir, ce n'est pas un problème. Mais maintenant, les conditions qui arrivent, je crois que c'est à ce niveau en réalité, que ça se discute. La question est bien posée et le résultat ou la réponse, elle est aussi attendue, c'est que oui, c'est nécessaire. Il faut déguerpir. Il faut sauver des vies. Parce que déguerpir aussi signifie sauver des vies. Déguerpir, c'est sauver la nature. Parce que vous savez que lorsque la nature est agressée, évidemment, elle se rébelle. Il faut sauver la ville. Parce que déguerpir, c'est aussi sauver la ville. C'est donner une image à la ville. Donc oui, déguerpir, c'est nécessaire. Maintenant, je suis d'accord avec le président aussi, il dit qu'il faut quand même mettre sur pied toutes les conditions pour permettre aux populations de vivre ce déguerpissement étant moins victimisé. C'est-à-dire, ou alors étant moins frustré. Moins frustré, voilà, merci. Donc, il faut mettre ces conditions, il faut donner un délai à ces populations pour des zones qu'il faut dédommager, où il faut apporter des moyens. Il faut aménager un espace de recasement et surtout, il faudrait que ces populations acceptent justement se faire recaser là où le gouvernement aura choisi comme site. Parce que parfois, il y a aussi le refus du nouveau site qui pose problème. Donc, si ces conditions sont remplies et que les populations acceptent le nouveau site sans problème, je pense qu'on reviendra ici sur ce même plateau pour applaudir le gouvernement. Mais je pense que ce sera difficile. Ce sera difficile, mais prions tout simplement que tout se passe dans de bonnes conditions. Cependant, là où j'ai un problème avec ces politiques de déguerpissement, c'est justement la suite. Oui, on casse tabac. Est-ce qu'on laisse la brousse envahir la ville? Moi, je pense qu'il faudrait, par exemple, comme à Ouarda, où on a cassé, et on a vu après aménager un site avec une bonne politique qui suit. Et puis il y a des immeubles dignes de ce nom qui poussent. Et puis il y a tout un espace vert qui est de bonne qualité. Donc il faudrait qu'après avoir déguerpi, que le pouvoir public mette sur pied une politique qui vise à embellir la zone déguerpie. Parce qu'il n'est pas important de laisser la bouche pousser après. On se retrouve dans une forêt en pleine ville. Oui, M. Maï. Rosalie, j'ai un problème avec ce régime. Tant que tu me parles de déguerpissement, toi et moi, on est d'accord. Hein? Si encore tu vas sortir pour seulement parler de ce régime qui t'énerve. Je suis pas énervé. Hein. Ah d'accord. Je suis logique, je suis même froid devant eux. Mais je dis que la logique de déguerpissement, c'est les solutions de bout de chaîne. Ah d'accord. On gouverne par anticipation. C'est-à-dire au 21e siècle où nous sommes. D'autant que nous sommes venus du 20e siècle où c'était quand même moderne. Je vous rappelle que le plan quinquennal de 1980 à 1985 prévoyait les lotissements d'urbanisation. C'est là de là que sont sortis les cités comme les villes, les quartiers comme Biyemasi, comme Menon, comme Bouramoussadi, comme Koto, Roi. Donc on ne construit pas. Le problème, c'est que ce régime s'est tellement retrouvé dans des situations d'embarras qui ne savent pas par où commencer pour résoudre le problème des Camerounais. Les Camerounais se sentent abandonnés. Du coup, en technique moderne, dans les villes, l'urbanisation ne se fait pas par des personnes comme ça à tête chercheuse dans des bidonvilles. Je vous prends un exemple simple. Lorsque vous partez de rond-point Bastos et que vous voulez sortir par la route qui vient du palais, hein, pour aller à Oukafu, vous allez aller tout droit. Après, vous prenez la route qui va à gauche. À l'angle de cette route, vous êtes en plein lobby. Mais il y a une porte du régime qui a construit une villa avec des marbres à ce niveau. Il s'est trouvé des murs de soutènement et tout, mais il est en plein lobby. Il se passe donc que ce régime a délivré des permis de bâtir assortis de titres fonciers dans des zones à risque. À qui le tort? Ils reviennent maintenant en bout de chaîne, vous nous racontez qu'ils vont déguerpir. Ils vont déguerpir des gens qui ont un titre foncier que vous avez signé.
dans des zones dangereuses. Ils ont délivré les titres fonciers dans des zones dangereuses. Ces gens-là sont des criminels. Ils savaient très bien qu'il y a la mort là-dedans. Mais comme ils ont eu leur part, la science du mapartisme leur permet de se payer la poche, la tête de ces gars, et puis ils s'en foutent. Une urbanisation se fait comment? On prépare le terrain, on prépare les routes, on prépare les lotissements, n'est-ce pas? Et on met ça à la disposition des Camerounais. Les gars prennent de l'eau et ils ont un titre foncier de manière automatique. Ils ne le font pas. Les populations abandonnées, parce qu'ils doivent trouver là où mettre la tête, se retrouvent à chercher à se réfugier quelque part. Parce que le régime a abandonné la population. On n'a pas de transport en commun, on n'a pas de tram, on n'a pas de métro, on n'a même pas de bus, on est obligé de monter sur les bensikines. Ils ont échoué de tous les niveaux. Quel que soit le bout par lequel vous allez prendre ce régime, vous ne pouvez pas leur trouver une solution, une circonstance atténuante. Il n'y en a pas. Les gars sont complètement démantelés. J'ai dit que, voici le maire. Je le mets à défi de démontrer ici aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder que tous ces érobés qui sont à Yaoundé, les gens qui ont construit là-dedans, qui construisent les immeubles, n'ont pas de titres fonciers. Ils ont des titres fonciers, ils ont des permis de bâtir. Que les gens du RDPC là, qui ne veulent pas que un autre parti d'opposition puisse prendre une commune à Yaoundé. Ils ont délivré des permis de bâtir, assortis de titres fonciers dans ces lobbies. Votre propos, si vous permettez, illustre ce que j'ai dit au départ. Ah, mais ça illustre rien. Vous n'avez rien dit. Pour peu qu'il y aura une exception, vous allez créer. Il n'y a pas d'exception. Relevez une chose. Attends. Ces lobbies ne sont pas des... Non, il n'y aura pas d'exception. Il n'y aura pas d'exception. S'il faut casser, s'il faut casser, d'accord. Préparer des villes, des sites de recasement à Okwamaria. Réparer des îles de recasement. Les lobbies sont des endroits où on peut construire. Je vous ai écouté tout à l'heure. Permettez que j'évacue ce que j'ai à dire. Préparer des sites de recueillement, de recasement derrière l'hôtel Montfébé. Urbaniser la zone. Urbaniser les zones du côté de Bankomo. Urbaniser les zones du côté de Okwamaria. Déplacer les personnes, aller les construire là-bas. Et puis les villes modernes. Ne se construire plus de manière latérale. Ça se construit en hauteur. Nous sommes capables. Avec très peu de moyens, comme le président Magufuli du Tanzanie, que vos maîtres ont tué, nous sommes capables en 5 ans de résoudre le problème d'urbanisation dans des ordres. Vous avez laissé les populations. C'est pour ça que les populations se retrouvent du côté de à Douala. Vous êtes des gens de Douala là. Vous regardez, quand vous sortez de la ville de Douala là, il n'y a pas moyen de passer. Parce que à l'Opom, des côtés de Machin là, comment vous appelez ça? Oh. Le quartier qui est à Texaco Sport là, Texaco aéroport là, vous appelez ça comment? À la sortie de Douala là, oui là. Oui, c'est vous venez, il y a ça là. Hein? Il y a un village, voilà, il y a un tel désordre là-bas que vous ne pouvez même pas comprendre si le délégué du gouvernement qui était là, machin, ils ont fait comment pour avoir des titres fonciers dans ces zones? Parce que c'est des zones qui sont des zones marécageuses. Mais les gens ont construit des immeubles là-bas dedans. Et ces immeubles ont des permis de bâtir. Donc vous devez expliquer aux Camerounais par quel mécanisme vous réussissez à donner des permis de bâtir à vos camarades. Parce que celui dont je parle à Bastos là. J'ai voulu vous donner. Celui que je parle à Bastos là, c'est un gars de Banganté. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. J'ai voulu vous donner un élément de réponse. C'est un gars de Ntonga. Quand tu es entré derrière Yaoundé, n'est-ce pas? Il a une bâtisse là-bas. Je voulais. Vous voyez qu'il n'est pas. S'il vous plaît. Si je ne le fais pas, vous allez recommencer. Il n'y a pas de moyen. Monsieur Maïmaï, oui. Je voulais vous dire qu'on peut construire sur tous les types de sols. Marécage, bois, l'eau, même dans l'eau. Tout. On ne construit pas tout. Il suffit d'avoir les moyens pour respecter la nature et mettre une bâtisse qui respecte l'environnement. Mais évidemment, c'est ça le problème. Qui tient compte des conditions. L'environnement. Ça demande beaucoup d'argent. Évidemment, mais celui qui a les moyens peut construire. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas à tête chercheuse, n'est-ce pas? C'est l'État qui doit préparer ça. C'est les moyens qui permettent. C'est l'État qui doit préparer ça. C'est la chance. N'est-ce pas? Quand l'État n'a pas d'argent,
il est délivré par les titres fonciers à des non, individus. c'est pas l'État qui te fait construire ta maison. Non, mais l'État n'a pas le droit de délivrer des titres fonciers dans des zones dangereuses. Or, dans le cas d'espèce, ils ont délivré des titres fonciers avec des permis de bâtir à ces gens. Maintenant, ils vont se retrouver en 2024 en train de les dire, oh, les titres fonciers que nous avons, vous ont délivrés là, la zone est très dangereuse et tout, parce que ce que vous avez mis votre mur de soutènement, mais vous avez accrassé l'eau, et du coup, l'eau ne peut plus passer par ici, ça va emporter la maison en Carabourde qui est de l'autre côté là-bas, hein, ou la maison en Papin de terre qui est de ce côté-ci. Là-bas, il y aura des morts, vous n'aurez pas de morts, hein, mais c'est l'État qui aura tué ces gens. D'accord. Donc, j'ai dit que ce régime, ça ne sait pas que on gouverne par anticipation. Voilà les balais des gars qui sont là depuis 65 ans, depuis le 11 septembre 1950. À cette allure, maintenant, ça va être 70 ans. Qui se les mettent, le chiffre, ils se mettent les poches, ils s'en vont à l'hôtel intercontinental à Genève et le louent 4 niveaux. Même les émirs des pays de pétrole ne se permettent pas de louer comme ça 4 niveaux. D'accord. Un pays pauvre comme le Cameroun, mais donnez-moi le Cameroun, je vous le remets à 9, 2 ans après. C'est ça, Maï. Bonsoir, madame, et à votre riche panel. Dites aux représentants du RDPC qu'il est question d'appliquer la loi. Le reste n'est que le verbillage. Cette situation est similaire à un jeune qui viole l'intégrité privée d'un ministre pour se servir dans la caisse noire. Une fois appréhendé, on le conduira au géol directement. On ne lui demande pas les raisons de sa forfaiture, car la loi sur le vol est claire. Pourtant, il donne les raisons de sa forfaiture. Vous verrez quelque part qu'il a raison. Alors que le maire RDPC comprenne qu'il est question de soumettre le dossier, là il est revenu sur le premier sujet, 15 jours avant la fin de la session parlementaire, avant le début de la session parlementaire, afin de permettre que les autres fassent le boulot escompté, c'est la loi. Loïc depuis éleveur en Gousso, qui juge qu'il n'y a rien à expliquer sur cette réalité. La loi, c'est la loi, il faut simplement l'appliquer. Bonsoir le plateau, j'espère que tout va bien. Nous sommes avec le Togo pour la circonstance. Monsieur le maire, nous savons tous que nul n'est parfait, mais disons un peu la vérité à la population pour que l'image de notre continent soit claire. J'édasse depuis Togo, depuis Lomé au Togo, merci beaucoup. Chapeau à monsieur Aimé et à mon ami, mon papa avec la croix. Il s'appelle Maï. La croix Kamit. Voilà. Où était l'État quand les populations s'installaient dans les zones à risque? Voilà où nous a amené la tolérance administrative qu'on a érigée en mode de gouvernance au Cameroun. C'est M. Zigli qui le dit. Ben, je ne comprends pas. Quand quelqu'un me dit tu vas bien, je dis non, il dit comprends pas. Je ne comprends pas non plus. Bonsoir le plateau Rosa Degarpi pour envoyer les populations dans la rue, ce n'est pas la solution. Il faut les recaser, c'est mieux, et veiller à ce que les gens ne s'installent plus dans les zones à risque. Et même quand on a fini de casser, comme à Messa-Mundongo, jusqu'à Odia Terminus, depuis des années, ils ont commencé les jardins et ils ont abandonné. Les pavés abandonnés. Pourquoi déguerpir certains endroits si on ne peut pas entretenir? Et quand même, c'est quand même la capitale d'un pays, l'axe présidentiel, l'axe de l'aéroport. C'est Josiane depuis Odia qui nous écrit. Bonsoir. Si nous avions des gouvernants proactifs comme du moment de Babatoura, dans un système de bonne gouvernance ou à l'époque de l'agrandissement de l'axe SNI vers le carrefour Boukaré, nous vivions des déguerpissements des riverains pour les voir recasés du côté de Nkondengui dans des zones bien tracées comme du côté de Kansonel et Sos. Qu'est-ce qui me dit pas que ces kleptomanes pyromanes dans un gros investissement viendront bâtir des immeubles hyper huppés, là ils vont casser les champs. C'est Masok Thomas. Bonsoir à vous sur le plateau, le président qui bavarde beaucoup là, c'est comme ça qu'il compte diriger ce pays. Dites à votre panéliste d'être moins passionné. Hein. Voilà. Souriez un peu, président. Non, je suis heureux. Ah non, il était en train de parler. Non. Je voulais voir. Président, je demandais de sourire parce que je voulais voir. Il a décrit votre dentition. Alors, je voulais voir si on était dans le même quartier, vous et moi. C'est la raison pour laquelle je demandais de sourire. Parce que c'est le troisième qui insiste dessus sur quelque chose qu'on a en commun. Donc, d'accord. Voilà, je voulais m'assurer qu'il voyait bien, parce que je n'ai jamais prêté attention. Bonsoir, ma fille Rosalie.
dit, notre pays est très riche, donc aucune difficulté financière ne doit être évoquée parce qu'il faut déguerpir. L'État devrait évaluer l'investissement des populations avec ou sans titre et indemniser. Améliorer les sites de recasement construits selon un plan d'urbanisme, prévoir les services sociaux, écoles, hôpitaux, réalisation des branchements eau, électricité, donc ça ne va pas se faire précipitamment. Ils devront prendre du temps parce que personne ne doit être déguerpi au hasard. Allez, une plage publicitaire et on revient. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.